Thierry, est-ce que tu peux nous expliquer tranquillement ta méthode? Parce que je trouve que à chaque fois que tu parles, tu es trop rapide. On n'arrive pas à déceler qu'est-ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux nous expliquer tranquillement ta méthode? J'ai toujours reçu à chaque fois ce genre de questions-là. Pourtant, moi, je pensais que sur l'ensemble de mes vidéos, je m'efforçais à suivre un schéma qui était bien précis, à savoir le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le nombre d'actions, le PER moyen, la dette nette et la qualité du dividende. Donc pour ceux qui me posent ce genre de questions-là, sachez que les premières vidéos que j'ai sur la chaîne, disons, à partir du mois de février jusqu'au mois de mars, je fais à peu près le même type de vidéo. On suit le même type de schéma. Revenu, croissance du revenu, free cash flow moyen, nombre d'actions, PER, dette nette, qualité du dividende. Revenu, pourquoi? Si une entreprise n'a pas de revenus, elle ne m'intéresse pas. Parce que là, je sais que je rentre dans le terme, dans le domaine de la guesstimation, comme moi je l'appelle souvent. C'est-à-dire que je dois deviner c'est quoi les revenus dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et tant que ces revenus n'ont pas encore été vérifiés et éprouvés par le temps, ils ne sont pas durables. Ok? C'est le cas qu'on a, par exemple, je ne parlerai pas de revenus, mais en termes de marge, c'est également, ça vaut la même chose. C'est le cas qu'on a présent, par exemple, sur Snapchat qu'on a étudié dernièrement. Nous n'avons pas les revenus actuels, d'accord? Sur Snapchat, nous n'avons pas les revenus optimistes, nous ne les avons pas encore. Les marges, nous ne les avons pas encore. Donc, quand on essaie de guesstimer, il faut savoir que ça vient avec beaucoup de pincettes. OK? So, la guesstimation, c'est ça qui est dangereux quand on investit. Surtout, vous vous battez contre vous-même. Vous êtes votre propre ennemi. Donc, quand vous êtes optimiste sur une compagnie, vous avez tendance à ne pas aller chercher l'information qui irait dans le sens contraire. Posez-vous cette question simple. Quand quelqu'un vous donne un élément contraire sur sur une compagnie que vous possédez, est-ce que vous faites l'effort d'aller rechercher l'information, la source, et essayer de comparer avec ce que vous avez? Très peu de gens le font. La plupart du temps, vous allez vous dire, ah non, non, c'est l'avenir, j'investis. C'est comme quand on parle en mal de Air Liquide, je vous assure que si je fais une vidéo où je parle en mal de Air Liquide, il y a au moins 10 personnes qui vont se désabonner parce que les gens adorent Air Liquide. C'est la même chose avec Total Energy, c'est la même chose avec LVMH. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus quand vous décidez d'investir votre argent. Il faut rester le plus rationnel possible. C'est facile à dire, difficile à faire. Ok? Il faut déjà être au courant de ce genre je dirais, de ce genre de défaut-là en tant qu'investisseur. Moi, en tant qu'investisseur, il y a un secteur en particulier que j'aime. C'est le secteur du commerce au détail, mais option fashion. Donc, vente de vêtements, de chaussures. Par exemple, j'aurais tendance à tomber amoureux des entreprises comme Nike, Adidas, parce que j'aime les produits. Mais est-ce que c'est parce que j'aime le produit que ça sera forcément un bon investissement? Non, 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 non. D'accord? So, je dois faire attention par rapport à ça. Quand j'analyse une compagnie de vente au détail, ou bien voilà, une compagnie qui vend une marque de vêtements, j'essaye toujours d'aller rechercher l'élément contraire. Je le fais systématiquement. Parce que déjà, je sais que de manière standard, je suis optimiste. D'accord? So, quand vous essayez d'analyser une compagnie, il faut déjà connaître c'est quoi les revenus. D'accord? S'il n'y a pas de revenus, on passe à autre chose. Donc, toutes les compagnies qui ne gagnent pas d'argent, les opiums, je ne sais pas quoi, sortez-les de votre portefeuille. Et ne me dites pas que vous êtes en train de spéculer. C'est l'avenir, l'hydrogène. Arrêtez les foutaises. Sérieusement. Parce que là, vous êtes convaincu que ça pourrait marcher. Ou bien là où vous dites, okay, si ça marche, je pourrais avoir si. C'est pas le domaine des rêves. On n'est pas là pour rêver. Il faut être pragmatique. Donc, c'est ça ou ce n'est pas ça. Point barre. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de ça pourrait. D'accord? Donc, quand on prend par exemple Snapchat, ou bien voilà, c'est une entreprise qu'on a étudiée dernièrement, genre je prends l'exemple de Snapchat. En fait, sur Snapchat, je sais que c'est une entreprise qui ne va pas disparaître. Il faut qu'on se dise la vérité. Snapchat ne va pas disparaître. Dites-vous que s'il y a des gens qui font de l'argent sur Snapchat, les fameux influenceurs qui vendent leur eau du bain, eau de bain, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. L'eau du bain, j'en ai vu dernièrement. Je ne sais pas comment les gens arrivent à acheter ça, mais ça se vend. Dites-vous qu'il y a des fous malades dans ce monde. Ça se vend. OnlyFans,
Il y a des abonnés sur OnlyFans, il y a des gens qui sont millionnaires dessus. Ça se vend. Sur YouTube aujourd'hui, YouTube remplace la télévision aujourd'hui. Et les YouTubeurs vivent comment? Ils vivent avec la pub. Donc, sur celui qui est en train de dénigrer les YouTubeurs aujourd'hui, il n'est pas encore se rendre compte qu'en fait, ces YouTubeurs-là répondent à un modèle d'affaires qui existe déjà, mais qui est en train de mourir. Donc, la télévision. Donc, c'est normal d'avoir des Squeezie à 30 millions d'abonnés, je ne sais pas combien d'abonnés il a, à des millions de vues. Pourquoi? Parce que c'est du divertissement. Des MrBeast à 100 millions d'abonnés, des milliards de vues, c'est du divertissement. Donc, lui, c'est carrément une chaîne télé. C'est pas parce que c'est sur YouTube que, voilà, vous allez dénigrer la chose. Donc, allons avec notre temps. Je le dis justement par rapport à Snapchat. Snapchat aujourd'hui, on peut le comparer à TikTok. TikTok en train de prendre des parts de marché, etc. Mais TikTok n'est pas aussi rentable que Snapchat. Attention. Snapchat n'est pas aussi rentable que YouTube, que YouTube ou bien que Amazon, que Meta. D'accord? C'est pas la même chose. Twitter n'est pas aussi rentable que les autres. Regardez par exemple, Twitter a fait l'erreur de racheter Vine. Je ne sais pas pour ceux qui se souviennent. Vine, en fait, c'était une sorte de TikTok. Pas de vision à long terme. C'est ça qui me fait je vais arriver. Ça, c'est la deuxième partie de mon propos. Quand on parle de chiffres, comme je l'ai dit, je suis toujours un canevas. Je cherche le revenu, croissance des revenus, d'accord? Et quand je dis croissance des revenus, je sais une chose, c'est que les revenus, s'ils sont croissants pendant 10 ans de 20%, ça ne veut pas dire que dans les 2 ou 3 prochaines années, on aura 20%. Faites attention. Ça veut juste dire que c'est une compagnie en croissance. Ça ne veut pas dire que c'est une compagnie qui va continuer à être croissante. Donc, à partir du moment où vous avez l'information, vous devez vous poser la question de savoir, elle exerce dans quel segment d'activité, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'elle pourra avoir une croissance plus élevée? D'accord? Free cash flow ou bien net income, je recherche la moyenne. Je ne veux pas une entreprise qui a une moyenne de 5% et aujourd'hui qui se retrouve en train de faire du 20%. Je prendrai un exemple ici, hein, comment on appelle ça? ArcelorMittal, c'est ça. Je pense que j'ai toujours envie de dire Metal Steel. ArcelorMittal, c'est l'exemple parfait d'ArcelorMittal, qui n'a pas gagné d'argent pendant plusieurs années, qui s'est autofinancé pour parler, et non la forme actuelle de l'entreprise. Parce que vous devez vous dire une chose, c'est que voici une entreprise ici qui a à peu près le même type de revenu, hein, mais vous allez voir qu'en termes de marge, ces marges sont de plus en plus élevées aujourd'hui, même si elle a le même type de revenu. Regardez, les marges ont augmenté, on quitte de 4% à 24%, alors qu'on a une moyenne en termes de marge de 10% par là. D'accord? Donc, je dois être au courant de ce genre de variation-là. Ça, c'est le genre d'entreprise que si elle m'intéresse, je sais également que ça vient avec un effet négatif. Donc, je dois l'acheter à un taux d'intérêt ou bien à un prix qui n'inclut pas la croissance ou bien qui est normalisé. Vous voyez, donc toutes les entreprises ne se valent pas. OK? Quand je prends ici la croissance à titre d'information, free cash flow à titre d'information, mais je recherche la moyenne et non les free cash flow actuels. Donc, si vous avez des free cash flow de 30% pendant 2 ans, alors que les 40 années précédentes, vous avez eu par exemple 5%, je m'interroge. Je me demande, est-ce que c'est durable? Et vous ne pouvez pas répondre à cette question si vous ne lisez pas les rapports financiers. Et on va y arriver. Je fais beaucoup d'analyses quantitatives. Mais je n'achèterai jamais une entreprise en me basant uniquement sur une analyse quantitative. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que si je l'achète en me basant uniquement sur une analyse quantitative, je sais que je suis en train de spéculer. Parce que les chiffres sont en retard. Quand on analyse les chiffres, on se dit que ça pourrait être la même chose dans le futur. C'est pour ça qu'on se pose toujours la question, quel est le bien fondé même du fait que ça soit la même chose dans le futur? OK? Ensuite, je passe au nombre d'actions. J'aimerais avoir une entreprise qui ne rachète pas, qui n'émet pas énormément d'actions ou bien qui rachète les actions ou bien qui a un nombre d'actions stable. Parce que dépendamment de si vous avez un nombre d'actions qui augmente à la Air Liquide, je me pose la question pourquoi? On me dit non, les actions gratuites. Mais moi, je déteste les actions gratuites. Vous allez me dire, ouais, mais en termes de dividendes, c'est bien, machin. Mais quand on me parle d'actions gratuites, je ne comprends pas le bien fondé des actions gratuites. Franchement, je ne comprends pas. Vous aurez beau m'expliquer pourquoi, comment, je ne comprends juste pas quel est l'avantage d'avoir plus d'actions plutôt que d'avoir moins d'actions. Quand on peut surtout le faire. Pourquoi que Air Liquide n'a pas acheté moins d'actions?
n'a pas racheté ses actions. D'accord? Je sais également que quand vous avez plus d'actions en termes de dividendes, c'est bien, mais ce n'est pas un argument qui vous pousse à investir sur une compagnie. Jamais de la vie. Je dis bien jamais. Donc, si votre argumentaire sur Air Liquide, c'est le dividende et l'action gratuite, c'est des foutaises. L'action gratuite, c'est un truc. Quand vous allez aux États-Unis et parler d'action gratuite, on va vous regarder comme un sorcier. On ne veut pas d'action gratuite aux États-Unis. Action gratuite, c'est la dilution. Rachat d'actions, c'est bien. Action gratuite, on s'en fout. On ne veut pas en entendre parler. Mais je sais également que c'est une manière de fidéliser sa clientèle, etc. Vous avez l'impression d'avoir plus d'actions. Tant que le bénéfice net augmente, vous aurez tendance à avoir des actions gratuites qui ont des bénéfices nets par action plus élevés. Mais quand le bénéfice net commence à diminuer, posez-vous les bonnes questions. Quand on parle par exemple de Realty Income, qui a des bénéfices nets qui augmentent et qui a un nombre d'actions qui augmente, moi je n'aimais pas Realty Income. Et je sais qu'il y a quelqu'un, j'ai un ami qui me suit ici, il sait pertinemment que quand on parlait de Realty Income à une époque, j'étais le premier à avoir des arguments négatifs sur cette compagnie-là. Mais j'ai pris la peine de l'étudier et je me suis rendu compte qu'en fait, sa stratégie mérite même d'être étudiée dans les écoles de commerce. C'est la même chose avec Air Liquide. Si vous regardez la courbe d'évaluation de Air Liquide, c'est presque une ligne droite. C'est presque une ligne. Par exemple, je vais mettre Air Liquide. En fait, ce qui me dérange, c'est l'air liquide, mais ça ne me dérange pas. Mais bon, c'est la façon d'écrire avec les accents, etc. Donc, c'est une conversation. Hein. Je sais que le but de la vidéo ici, c'est de vous répondre à la question comment est-ce que j'analyse une compagnie. Mais je vous dis à peu près, j'aime parler et prendre des exemples. Regardez Air Liquide. C'est presque une ligne droite, n'est-ce pas? Et c'est presque une ligne droite. C'est ça qui m'a étonné. C'est très rare d'avoir ce genre de variation-là. Pourquoi? Parce que l'actionnaire qui achète des actions de Liquide se dit que si je vends mes actions, je n'aurai pas droit aux actions gratos. Donc, vaut mieux les conserver. Vous voyez? Donc, il a tendance à les garder quand bien même l'action est surévaluée. C'est pour ça que le prix de l'action ne bouge pas beaucoup. OK? Ça ne veut pas dire que Air Liquide est un bon prix présentement, 20 fois les bénéfices de l'année prochaine. On peut se dire que l'entreprise est correctement évaluée. Mais si on prend en considération la dette ici, on aura tendance à se dire que bon, un petit effort serait bien. D'accord? Vous voyez, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que sur Air Liquide, depuis la première vidéo sur Air Liquide, je suis fan de la compagnie, mais pas à n'importe quel prix. Parce que je sais que tôt ou tard, le marché me donnera un prix d'entrée. Je ne m'inquiète même pas pour ça. C'est normal. Si vous étudiez l'histoire même des marchés financiers, vous allez vous rendre compte que tôt ou tard, une entreprise de qualité va vous donner un prix d'entrée correct. D'accord? Prenez Air Liquide. Simple. Pourquoi est-ce que j'utilise le PER moyen? Quand je prends Air Liquide et que je prends son PER moyen ici, et quand je dis PER moyen, c'est sur une longue période de temps, j'aime au moins 10 ans. C'est 20 fois les bénéfices. Je ne paierai pas 24 fois les bénéfices sur cette compagnie, sauf si elle a une croissance au moins de 20% pour l'année prochaine. OK? Si c'est le cas, peut-être que je peux payer 20 fois les bénéfices. OK? Donc, regardez. En 2008-2009, on vous a proposé Air Liquide à 13 fois les bénéfices. Oui, on vous l'a proposé à 13 fois les bénéfices. Imagine quelqu'un qui voulait acheter Air Liquide entre 1998 et 2009. S'il avait été patient, il aurait eu Air Liquide à un bon prix. Un prix d'entrée correct. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'entre-temps, l'entreprise, le prix de l'action a drastiquement changé. Parce que si vous regardez ici, le plus bas en 2008, c'est près de 36 euros. Et quand vous regardez ici, ça concorde à peu près avec en 2005. Ça concorde à peu près avec le prix de 2005. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que c'est différent? C'est justement parce que l'entreprise a eu de la croissance, l'augmentation des marges. Donc, il faut aller au-delà des chiffres. Je recherche la moyenne. Je sais que pour les PER, je cherche la moyenne pour l'entreprise. Et je sais également que la moyenne, le PER étant un rendement, je ne veux pas payer un PER de 40 fois les bénéfices sans justificatif. 40 fois les bénéfices, il faut au moins que vous ayez une croissance de 50% l'année prochaine pour que je paye 40 fois les bénéfices. OK? Ma limite, c'est 25 fois les bénéfices. Parce que tôt ou tard, le marché finira non seulement à prendre en considération la dette, mais également à revaloriser cette compagnie-là. Donc, pour toutes les compagnies qui ne sont pas de croissance, qui ont des marges bénéficiaires de plus de 25 fois les bénéfices, posez-vous les bonnes questions.
C'est la raison pour laquelle je cherche un PER moyen. Un nombre d'actions moyen également, je le cherche parce que je veux un nombre d'actions qui diminue ou bien qui est stable. S'il augmente, je dois savoir pourquoi. Le PER, je vous l'ai expliqué. La dette nette, parce que je prends toujours en considération la dette dans chaque évaluation. Parce que tôt ou tard, le marché prendra en considération la dette. Vous vous posez généralement cette question, à savoir, par exemple, pour tous ceux qui sont investis sur les entreprises comme Cast. Vous allez vous dire, ouais, mais l'entreprise s'échange aujourd'hui à peu près, le PER est de 8 fois les bénéfices pour l'année prochaine. Oui, c'est vrai, mais la dette de cette entreprise est presque de 100 milliards. Disons 90 milliards. La dette, c'est la dette qui tue cette compagnie. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas payer sa dette, mais est-ce que son niveau d'endettement est assez élevé aujourd'hui, au point où le marché lui-même prend en considération déjà la dette, parce qu'il sait que quand les taux d'intérêt augmentent, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, vaut mieux prendre en considération la dette. C'est également des entreprises qui ont des investissements massifs en dépenses en capital. Parce que si vous prenez la valeur d'entreprise sur EBITDA, vous allez avoir quelque chose comme ça. La valeur d'entreprise sur EBITDA ici, EBITDA, valeur d'entreprise sur EBITDA, excusez-moi. Si vous prenez le net income sur EBITDA, vous allez avoir quelque chose dans ce sens-ci. Vous aurez 2,5 fois les bénéfices. Vous allez vous dire, ah ouais, l'entreprise est, les EBITDA, la dette est parfaitement gérable. Si vous enlevez présentement le capital expenditure, vous allez vous rendre compte que la dette nette divisée par l'EBITDA moins le capital expenditure est d'à peu près de 3,3 fois les 3,3 fois les EBITDA. Donc c'est un peu plus élevé que la dette nette qui est à 2,5 fois. Tout simplement parce que c'est une entreprise qui est à capital intensif. C'est la même chose avec les utilities qui vous payent un énorme dividende, mais qui ne sont pas rentables. On en parle. J'ai parlé ici de Nextera Energy. D'accord? J'ai parlé de Nextera Energy, qui est une belle entreprise en termes de dividendes, croissance, blablabla, les choses qui ne servent à rien strictement. Je le dis toujours que regarder une entreprise sur le plan du dividende, etc., ça n'a aucune importance. Sauf si vous avez déjà fait le travail nécessaire à savoir les marges, la stabilité des marges en question, le niveau d'endettement. Si vous avez fait ce travail-là et en même temps le business model de l'entreprise, là, ça pourrait être un élément à prendre en considération. Mais c'est en aucun cas j'achèterai une entreprise parce qu'elle augmente un dividende pendant plusieurs années. Et vous allez remarquer, il y a des gens qui vous rabâchent les oreilles matin, midi, soir, que c'est comme ça qu'on fait pour bâtir fortune en bourse, sans faire d'efforts. Si vous entendez quelqu'un vous dire qu'on ne fait pas d'efforts pour investir, désabonnez-vous. Parce qu'il va vous ramener en brousse. D'accord? Et vous allez vous rendre compte de ça quand il sera trop tard. Dans chaque investissement, que ce soit un ETF, il y a un risque. Il y a un effort à fournir. Il n'est peut-être pas aussi intensif que quand on analyse une entreprise au complet, mais il y a un effort à fournir. Il n'y a pas de zéro effort. Il n'y a pas de revenu passif. Aucun revenu boursier n'est passif. OK? Ça, c'est un coup de gueule, par exemple, parce que je sais que de plus en plus, on vous ramène vers là. Après le trading, on vous ramène dans les entreprises qui versent des dividendes et on vous entraîne, on vous formate à vous focaliser uniquement sur le dividende croissant tout en faisant du DCA. Vous ne m'entendez jamais parler du DCA. Ça fait 13 ans que j'investis. Et je n'ai que 33 ans. Donc j'ai eu le temps de faire énormément d'erreurs. Donc il y a un certain discours que quand je l'entends, je sais pertinemment que je vais me désabonner demain. Directement. Je ne me pose même pas la question de savoir. Je ne veux rien savoir. Parce que toi, tu es en train de me mener en brousse. Les amis, si vous achetez des actions, vous êtes prêt à fournir le travail nécessaire. À savoir, étudier le revenu, donc les ratios, etc. Mais pas que ça. Et c'est là où on vient à la deuxième partie, étudier la qualité de l'entreprise. Et je vous ai parlé d'un livre dernièrement quand j'avais fait la vidéo sur les états financiers, la première partie. Je vous ai dit ceci. Sur ce livre-ci, c'est le titre du livre, en fait. Donc, je vais juste repérer la page ici pour revenir dessus. Ça, c'est quelle page? On est à 335. Dans le livre aussi, c'est Michael Shern. Donc, c'est ça. Investment Checklist. Il n'est pas traduit en français. Je ne sais pas si vous êtes éditeur, si vous avez des parents éditeurs, demandez-leur de traduire ce livre en français. Ça pourrait être un best-seller en France. C'est un très bon livre. Franchement, je m'en sers jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans ce livre, on me montre les questions que je pourrais à peu près poser. Ce n'est pas toutes les questions
Donc, c'est pas, on ne dit pas que c'est uniquement ces questions-là qu'il faut poser, mais on a une grosse partie. On a à peu près une bonne idée des questions qu'on pourrait poser quand on veut investir dans une compagnie. OK? Donc, je vais prendre ça ici. Donc, on va prendre appendice C, l'appendice C. L'appendice C, je vais aller voir ça ici. Donnez-moi juste un instant. Appendice C. Voilà, on est ici. OK. Première question. Première partie. Understanding the business, the basics. Je ne vous enverrai jamais, je ne vous encouragerai jamais à acheter une entreprise en vous basant uniquement sur des chiffres. Or, je vous présente uniquement des chiffres ici. Mais je sais une chose, vous ne pouvez pas investir à long terme si vous ne lisez pas les rapports financiers. Do I want to spend a lot of time learning about the business? Est-ce que je veux passer du temps à apprendre sur cette compagnie-ci? Moi, les entreprises financières ne m'intéressent pas. Donc, je n'ai pas envie de passer du temps à lire sur elles. Pourquoi? Parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a des informations que je n'aime pas, que je n'ai pas. Pas toutes les entreprises financières, les banques en particulier, assurances, je les laisse de côté. La seule entreprise que je cautionne encore, c'est peut-être Berkshire Hathaway. Et parce que je suis un fanatique de Warren Buffett. Et quand je dis fanatique, c'est un fanatique fini. D'accord? Au point où si vous parlez mal de Warren Buffett, vous aurez affaire à moi. D'accord? Je suis prêt à plier les poings. Je suis fanatique à ce point-là. Même si je n'en parle pas souvent, mais ça fera partie de la deuxième phase de cette chaîne-ci, parce que je la vois un peu plus élevée que ça. Mais ne vous inquiétez pas. Deuxième question. How will you evaluate this business if you were to become its CEO? Comment est-ce que vous alliez évaluer ce business si vous deveniez le CEO? Si on prend l'exemple d'Apple, je veux savoir qu'est-ce qu'Apple fait, à quelle problématique elle répond, où est-ce qu'elle produit, qui sont nos plus grands fournisseurs. D'accord? Voilà les questions que je me pose si je deviens PDG d'Apple. Excusez-moi, ma voix change en fait, parce que voilà, je suis en direct et parfois ça m'arrive. Can you describe how the business operates in your own word? Est-ce que tu peux décrire ce que l'entreprise fait en tes propres termes, en tes propres mots? Ça peut sembler anodin, mais oui, ça veut juste dire que toi-même tu as compris ce que l'entreprise fait. Mais dites-moi, est-ce que vous n'avez jamais investi dans une entreprise que vous-même vous ne compreniez pas? C'est déjà arrivé à tout le monde. Ne mentez pas. Vous l'avez déjà fait. Ça arrive très souvent. OK? Donc, quatrième question. How does the business make money? Comment est-ce que le business fait de l'argent? Comment est-ce que l'entreprise fait de l'argent? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Donc, dans le cas d'Apple, on va se dire que c'est quand on vend le iPhone, ou bien quand on vend les MacBooks, etc. Mais comment est-ce qu'elle fait de l'argent? Amazon, comment est-ce qu'elle fait de l'argent? Comment est-ce que Intel fait de l'argent? Comment est-ce que Micron fait de l'argent? Comment est-ce que LVMH fait de l'argent? Et qu'est-ce qui favorise le fait que LVMH continue à avoir des revenus croissants? C'est comme ça qu'un investisseur à long terme réfléchit. OK? How has the business evolved over time? Comment est-ce que le business a évolué avec le temps? Par exemple, si vous allez sur la chaîne Finance Academy de notre ami Philippe Lucchesi, vous allez voir qu'il parle beaucoup d'histoire. Il vous donne l'histoire même de l'évolution d'une entreprise. Et ça peut sembler anodin, mais c'est tellement important. Par exemple, si je prends Finance Academy, pour ceux qui sont habitués sur la chaîne, vous savez que j'en parle très souvent. C'est un très bon investisseur. Il sait de quoi il parle. Donc, vous allez aller sur la chaîne, par exemple, il vous donne un conference call de Thermador, qui est une excellente entreprise. Là, il a parlé, par exemple, du fonds comment on appelle, Indépendance et Expansion de Williams Higgins, qui est français. D'accord? Un fonds que vous-même, vous pouvez acheter pour ceux qui sont donc ceux qui veulent un PEA, PME. Au lieu de vous casser la tête à aller investir dans les compagnies, investissez dans son fonds, c'est tout. Il prendra une commission, certes, mais ça vous évitera le casse-tête, tout en sachant que la personne en question a une vision à long terme et investit uniquement dans les entreprises de qualité qui sont sous-évaluées. Même s'il est très quantitatif, comme des joyaux, etc., il vous donne à peu près, Précia Molène dernièrement, il vous donne à peu près comment est-ce que l'entreprise s'est développée avec le temps. D'accord? Robertet, etc. Et vous allez vous rendre compte que si vous connaissez l'historique même d'une entreprise, ça vous donne à peu près une vue générale de son ADN et comment est-ce qu'elle pourrait se comporter à long terme. Donc c'est important.
de connaître l'histoire d'une entreprise. Apple, les gens connaissent Apple depuis 2008. Moi aussi, je connais Apple depuis 2008. Mais je sais également que Apple, ce n'est pas juste ça. Quand vous regardez à long terme, vous vous rendez compte que Apple était un concurrent de Microsoft. Une bataille qu'ils ont, entre parenthèses, perdue. Mais Steve Jobs savait, Steve Jobs, qui n'est pas codeur, d'accord, il était juste fort en marketing et savoir s'entourer des bonnes personnes et savoir sélectionner les meilleures idées. Mais également, il a eu à faire des erreurs. Donc aujourd'hui, il est adulé, mais sachez que ça n'a pas été facile pour lui. La personne qui crée même le iPhone, etc., ou bien, enfin, l'ADN de Apple, c'est Steve Wozniak, que peut-être personne ne connaît. C'est lui le génie derrière. C'est lui le technicien. D'accord? Quand vous regardez même l'idée d'Apple derrière, vous vous rendez compte qu'on a toujours focalisé Apple sur la qualité et le logiciel, indissociable. Pendant que les entreprises comme Dell Technologies sont allées directement dans le hardware. D'accord? Donc, Apple a toujours voulu faire ses propres ordinateurs avec ses propres logiciels, sans exception. Parce qu'ils savent qu'à la fin de la journée, quand vous êtes habitué à un logiciel, vous avez tendance à rester sur le même système d'exploitation, bien sûr, le même produit. Par exemple, moi, j'ai un Apple aujourd'hui. J'ai un MacBook, j'ai un iPhone, j'avais un iPad parce que là, présentement, il est en détresse. J'avais un iPad, mais pour rien au monde, je ne changerais pour aller acheter autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement parce que je suis habitué à ce produit-là. J'aime ce produit-là. Et il répond à ma demande. Je n'ai pas envie de me... J'ai utilisé un Windows, par exemple, pour mon travail, parce que je suis salarié. On a des Windows. Et c'est un casse-tête pour moi. Je déteste ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois apprendre. Alors que sur le MacBook, je suis habitué à faire mes choses. Sur Windows, voilà, je me dis, je vais apprendre ça, c'est juste pour le travail. Je n'ai pas le choix, sinon je ne suis pas payé. Mais s'il fallait choisir, j'aurais pris un Mac. Donc moi, je suis déjà fermé dans cet écosystème-là. Parce qu'ils nous ont habitués à ce genre de produit. Ce n'est pas, par exemple, le produit le plus raffiné. Enfin, ce n'est pas le produit le plus technique qui soit. Mais c'est celui qui répond à l'utilisation que je fais. Et je suis juste correct de l'avoir. Même s'il coûte un prix lambda. Par exemple, présentement, j'ai envie d'acheter un ordinateur. C'est 4 000 $. 4 000 $. Tout l'argent que je suis en train de faire sur YouTube présentement, c'est pour acheter un ordinateur. Je ne vous ai jamais montré l'envers du décor de YouTube. Mais laissez-moi vous dire que depuis que je fais YouTube, je suis uniquement à 2 000 $ canadiens. Et 2 000 $ canadiens, pour le faire en dollars, en euros, faites 2 000 $ divisé par 1,4. Ça vous donne à peu près, j'ai fait 1 430 € depuis que je fais YouTube, avec toutes les vidéos que vous avez vues. Je suis à près de 500 vidéos, donc dites-vous que je gagne peut-être 3 € par vidéo. Et une vidéo ne fait pas moins de 20 minutes. Et si vous devez me payer à l'heure, techniquement, voilà, je suis perdant. Mais j'aime ça. So, ce que je disais, c'est que je vais m'acheter un MacBook parce que je sais que je suis habitué au MacBook. J'aime ça. Je n'ai pas envie d'acheter autre chose qu'un MacBook. Sinon, à 800 $, j'ai un ordinateur assez correct et je peux me l'acheter aujourd'hui. Mais je veux un MacBook. Je suis prêt à mettre de l'argent de côté pour m'acheter un MacBook. D'accord? Parce que je suis habitué au MacBook. Ça fait près de 10 ans que j'utilise des MacBooks et je ne veux pas changer. Je m'en fous de savoir si tu as la dernière technologie qui soit. Je ne change pas parce que je suis habitué à l'écosystème. La force d'Apple, ce n'est pas l'ordinateur ou bien le matériel. On n'en a pas besoin parce que ça va demander trop d'efforts au niveau des développeurs, etc. Donc, c'est trop tard. On a Android et iOS. Et la seule personne qui a iOS, c'est Apple. Et iOS est de plus en plus utilisé. Et on sait que les gens qui utilisent des téléphones iOS, ce sont des gens qui ont un certain niveau de vie. Malheureusement, c'est comme ça, c'est prouvé. Ceux qui utilisent des téléphones Android, si vous regardez le revenu moyen de ces personnes-là, c'est pas plus élevé que le revenu moyen de Apple. Les utilisateurs d'Apple ont un revenu moyen plus élevé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que Apple peut se permettre d'offrir des services adjacents, par exemple. Apple TV, ou bien également Apple Pay, de plus en plus. D'accord? Donc, on continue. Juste pour dire que c'est important de connaître ce que fait l'entreprise sur le plan qualitatif. Donc, mon plan, quand j'analyse une compagnie, c'est je regarde le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le nombre d'actions, le PER moyen, la dette nette et la qualité de dividende. C'est la même chose que je fais à chaque fois. Je ne suis pas obligé de suivre ça comme ça. Non. Je peux faire le revenu et aller directement au PER moyen. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous allez voir qu'on reste à peu près à la même chose. D'accord? Mais si vous suivez ce canevas-ci, revenu,
moyen. Donc, à peu près, dépendamment si c'est une compagnie cyclique, vous savez ce que vous avez à faire. Croissance des revenus, information, ça ne veut pas dire que vous allez l'inclure dans votre analyse, mais ça peut vous servir de marge de sécurité. Free cash flow, moyen ou net income, d'accord, vous comparez les deux. Nombre d'actions, on aimerait avoir un nombre d'actions qui diminue. S'il augmente, on doit se poser la question pourquoi. S'il est stable, ça va. Le PER moyen, le PER est un rendement. Un PER de 20, c'est 5% de rendement. Un PER de 10, c'est 10% de rendement. Un PER de 5, c'est 20% de rendement. Donc le PER, si c'était un immeuble présentement et que vous en achetez une entreprise à 25 fois les loyers, ça veut dire que vous avez acheté une entreprise avec un rendement de 4%. D'accord? Faites attention à ça. Donc le PER est un rendement dont je ne paye pas n'importe quel PER et ça dépend des entreprises. Donc les entreprises ici ne s'analysent pas de la même façon. Chaque entreprise est différente. C'est pour ça que je vais toujours avoir un processus différent. Vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que je fais pour te suivre? L'expérience. L'expérience. Dépendamment du secteur d'activité que vous avez, vous allez commencer à voir que ça, je peux payer ça dans ce segment-ci, ça, je ne paye pas dans ce secteur-ci. Vous voyez, c'est l'expérience. Ça vient avec l'expérience. C'est aussi simple que ça. Ça peut être vague pour vous, mais si vous vous concentrez aujourd'hui à analyser, par exemple, les compagnies bancaires, vous savez que les compagnies bancaires, aucune ne dépasse 15 fois les bénéfices. Je dis bien les banques. Et quand 15, je dis même 15 fois les bénéfices, c'est même trop. Je dis même 10 fois les bénéfices. Et les banques, par exemple, vous allez l'évaluer par rapport aux actifs tangibles nets par action, tout en prêtant une attention particulière au risque, au taux d'intérêt, en prêtant une attention particulière à la qualité du portefeuille de crédit. Si c'est une entreprise qui émet qui fait du crédit, et quel type de crédit même, parce que toutes les banques ne se ressemblent pas. Donc, toutes les banques ne se ressemblent pas, elles ne sont pas analysées de la même façon. Vous n'allez pas analyser une compagnie comme Rothschild de la même façon que vous analysez une compagnie comme Crédit Agricole. C'est pour ça que quand vous me demandez d'analyser Rothschild, franchement, je vous dis la vérité, je pourrais le faire, mais je n'ai pas envie de le faire maintenant. D'accord? Ça me prend trop de temps. Et je vais le faire, et ça sera une vidéo qui sera vue par 2 personnes, alors que je ne gagne même rien dessus. C'est même pas une entreprise qui m'intéresse. OK? En termes d'analyse ici, vous devez regarder l'analyse qualitative. Et où est-ce que je prends ce tableau-ci, ce template-ci, ce schéma-ci? En fait, c'est en lisant ceci. The Manual of Ideas. C'était une newsletter qui paraissait il y a très longtemps. Enfin, quand on dit très longtemps, ça date de 2013, ça date de 2008. Donc ça, c'est un truc de 2013 ici. J'ai commencé à lire ça en 2010, par là, quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, j'ai commencé par le Forex. Après, j'ai fait l'analyse technique énormément. Je ne jurais que par l'analyse technique. Mais aujourd'hui, je n'en parle même pas du tout. Ce n'est pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas déterminant quand je veux prendre une décision d'investissement. D'accord? Manual of ID ici, c'était une publication, c'était une newsletter qui paraissait avant. Maintenant, je pense que ça existe toujours, mais c'est plus en termes de conference call. Alors, c'est en termes de conférence. Donc, en fait, c'est des gens qui se réunissent entre eux, entre investisseurs, pour se présenter des idées. Donc, maintenant, c'est un cercle très fermé. Et pour y rentrer, franchement, il faut vraiment avoir un niveau assez élevé. D'accord? Vous allez voir, il y a Santangel Review. Voilà des choses qui ont à peu près, qui m'ont permis à peu près d'analyser les entreprises d'une certaine façon. Je ne fais pas de DCF. Donc, par exemple, Santangel Review également ne fait plus des newsletters. Maintenant, c'est plus des conférences, c'est plus des rendez-vous d'analyse, des choses comme ça. Par exemple, quand vous analysez une compagnie, il y a le site Investopedia qui est là, vous pouvez le traduire en français. Il y a l'analyse ici, voilà. Il y a le modèle d'évaluation absolue, le modèle d'évaluation relatif. Donc, il y a également la méthode, vous avez la méthode des comparables, qui est celle que j'utilise. Donc, ici, enfin, quand je dis comparable, c'est la méthode des multiples que j'utilise en réalité. Dans le sens où je prends les entreprises par rapport à leur PER, je cherche la moyenne des PER. La moyenne. Je ne cherche pas le PER actuel. Je cherche la moyenne. Donc, si vous avez une compagnie, par exemple, bancaire, qui s'échange à 20 fois les bénéfices et que ça fait 5 ans et s'échange à 20 fois les bénéfices, je ne l'achèterai jamais à 20 fois les bénéfices. Parce que je sais que la moyenne, même si surtout si c'est une nouvelle entreprise, la moyenne dans ce segment, dans ce secteur est aux alentours de 10 et 13 fois les bénéfices. Pourquoi je vais l'acheter à 15 fois les bénéfices? Parce que c'est un nouveau paradigme? Non, pas du tout. Je ne l'achèterai pas. Donc, je prends la méthode des comparables parce que c'est celle qui me semble être la plus facile à appliquer. Parce que si on vous met la méthode du DCA, je n'aime pas le DCA parce que c'est trop mathématique. C'est beaucoup de... Voilà.
on va vous mettre des tableaux Excel et blablabla, blablabla. Oh, c'est pas le tableau Excel qui va qui va vous donner la véritable rentabilité de la compagnie. C'est de l'information. La rentabilité, l'opportunité, en fait, sera confirmée par les éléments qualitatifs. D'accord? Donc, ça reste de l'information. Et pourquoi se casser la tête à faire des modèles mathématiques sur une entreprise alors que vous savez pertinemment que ça va peut-être représenter 50% du travail? Je ne vais pas me casser la tête pour ça. Je prends ma méthode des multiples. Vous pouvez faire le meilleur DCF qui soit, vous allez vous rendre compte qu'on tombe à peu près au niveau de la même évaluation. Et le jour où j'ai su qu'en fait, évaluer une entreprise, ce n'est pas un chiffre exact, c'est un intervalle de valeur, avec plus ou moins une marge d'erreur. Donc, si je calcule qu'une entreprise ici vaut $100 à l'action et que vous calculez $120, je n'ai pas tort. Vous n'avez pas tort non plus. On pourrait être dans la même tendance. Si vous avez calculé que l'entreprise en question, au lieu de valoir $100 l'action, d'accord, elle vaut plutôt aux alentours de, disons, $83 l'action. Vous n'avez pas tort également. Quand vous avez dit 80, 100 et 120, vous n'avez pas tort. On reste dans la même tendance. Vous pouvez additionner les trois, justement, si vous doutez, $80 plus $100 plus $120, et vous divisez par 3. Ça vous donne $100 au milieu. Et encore, vous pouvez encore aller regarder les PER et vous poser la question à savoir, en termes de rendement, qu'est-ce que ça donne? C'est pour ça que j'aime la méthode des PER. Pourquoi? Parce que ça me donne à peu près, je réfléchis en termes de rendement. Quand je vais acheter une entreprise aujourd'hui, qu'on me vend à 40 fois les bénéfices, je sais que c'est un rendement de 2,5%. Ça ne m'intéresse pas, sauf si la croissance est exagérément élevée. Donc, quand je vais aller regarder les compagnies financières, les compagnies de luxe, c'est pas parce que c'est du luxe que je vais payer un PER faramineux. Je m'en fous, je ne paye pas. Et vous allez me dire, ouais, mais tu vas rater des occasions d'affaires. C'est pas grave. Il faut vous dire ici que dans ce monde, il y a de belles entreprises tous les mois qui sont disponibles. Sauf que vous ne les connaissez juste pas parce que vous connaissez uniquement les entreprises qui sont dans votre zone, voilà, dans votre zone géographique. J'analyse beaucoup d'entreprises françaises, mais si je vous dis que mon portefeuille est constitué à 90% d'entreprises nord-américaines, est-ce que ça ne va pas être étonnant pour vous? Et s'il fallait changer, c'est pas que les entreprises européennes, il n'y en a pas de belles, mais c'est juste parce que je suis plus dans ma zone géographique, c'est comme ça. Il y a de belles entreprises dans ma zone, pourquoi est-ce que je vais aller ailleurs? Et ici, si je vais utiliser une entreprise comme MTY Food, je sais que vous ne connaissez pas toute cette compagnie-là. J'en ai souvent, pour ceux qui me suivent depuis, vous savez que j'en ai souvent parlé, très souvent parlé. C'est un peu un mini McDo, mais avec plusieurs enseignes. Ils ont des centaines de milliers d'accès. Ils ont des centaines d'enseignes. MTY Food, belle entreprise canadienne. Constellation Software, excellente entreprise canadienne qui n'a rien à envier au LVMH. D'accord? On va le mettre comme ça. Constellation Software, excellente entreprise qui n'a rien à envier au LVMH. Je vous dis, cette entreprise-ci, si on vous montre le PDG de cette compagnie-ci, vous allez être étonné. Le PDG de cette compagnie, il sort de l'ordinaire. Constellation Software, je vais mettre ici CEO. On va mettre ça comme ça. Il sort vraiment de l'ordinaire. Il ressemble un peu à un biker. C'est lui, ce monsieur avec la longue barbe là. C'est lui, le PDG de Constellation Software. C'est lui le PDG. Vous voyez? Exactement cette barbe-là, c'est lui. PDG. Ça sort de l'ordinaire. Ça quitte du costume cravate. C'est parce qu'ici, on s'en fout de la façon dont vous êtes habillé. On s'en fout de votre background. Tout ce qu'on veut voir, c'est le résultat. Et si le résultat est au rendez-vous, ce sera pour vous. Vous pouvez utiliser le DCF. Vous pouvez utiliser la méthode, le book value. Il y a des gens qui investissent uniquement en utilisant le book value. Je connais un investisseur qui prend uniquement le tangible book value. Ce n'est que ça qu'il fait. Donc, il achète les entreprises en dessous de la valeur de leurs actifs nets par action. Tout en se posant la question de savoir est-ce qu'elle pourra au moins maintenir ce niveau d'actifs nets-là. D'accord? Il y a la méthode des dividendes, dividend discount model. D'accord? Ça existe également. Moi, j'ai choisi cette méthode-ci, c'est parce que c'est celle qui me ressemble. Et où est-ce que je tire ceci? C'est que quand je lis ce document-ci, par exemple, ici, là, on parle d'Abbott Labs. Abbott Laboratory, je pense que c'est en 2013. C'était avant je pense, est-ce que c'était avant le spin-off avec AbbVie? Parce que Abbott Labs, AbbVie appartenait à Abbott Labs, si je ne me trompe pas. Bref, vous voyez ici qu'ils prennent ceci. Le revenu, ils le multiplient par la marge des EBIT, donc bénéfices avant intérêts et taxes, multiplié par le multiple des EBIT. Donc, le multiple ici, c'est 10 fois les EBIT. Donc, il faut déjà avoir l'information concernant le multiple ici. D'accord? Il vous donne l'information plus le cash
moins la dette. Donc, moins la dette nette, on va le dire comme ça, ou plus le cash net. C'est exactement là que j'ai pris ma méthode d'analyse. Parce que ça m'a semblé très facile à comprendre, très facile à appliquer. Il vous donne une version on a la conservative, on a le base case, on a le aggressive. Et moi, je suis conservateur de nature. Donc, conservateur, ici, vous voyez que c'est la seule partie qui prend en considération la dette. Les autres parties ici ne prennent pas en considération. Ici, on prend le earning per share, moins ou minus le earning per share multiplié par le PER ici. Donc, le multiple ici, on met égal ici. Plus comment on appelle ça? Le pourcentage de premium. Parce que toutes les entreprises ne s'échangent pas au même niveau, dépendamment des entreprises. Ici, vous pouvez avoir des PER de 25, d'accord, par rapport, alors que votre industrie a des PER de 30, donc vous êtes en moyenne. Donc, on peut prendre ici le premium supérieur ici, mais c'est un truc que je n'aime pas parce que c'est trop compliqué. Agressif ici, c'est encore plus compliqué que ça. Donc, je vous l'ai mis ici, vous l'avez vous pouvez mettre pause et à peu près regarder comment est-ce que c'est écrit ici. Donc, c'est Manual of ID. Donc, vous voyez que l'entreprise en question, c'est Abbott Labs. Et vous voyez que sur Abbott Labs, on parle d'abord premièrement, ah oui, vous allez voir, on vous montre le tableau de l'entreprise, ce qu'elle fait, les statistiques. Après, on vous dit, vous avez un business overview, vous avez ici investment highlight. Donc, voilà, pourquoi est-ce qu'on devrait investir dans cette compagnie-ci? Après ça, vous avez à peu près l'évaluation de la compagnie. OK? Et vous avez à peu près une description générale de la compagnie. Après, on passe à T. Rowe Price qui est sous-évalué. On passe à T. Rowe Price. Enfin, non, ça, c'est Dana Air. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent Dana Air, mais c'est une excellente entreprise. Dana Air, c'est une excellente entreprise. Et vous avez vu, c'est ça qui m'a plu ici. Il y a énormément de belles entreprises que ces gens-ci présentaient et c'est pour ça que je me suis focalisé sur la qualité uniquement. D'accord? Vous allez voir DirecTV maintenant, bon, maintenant c'est pas trop ça parce qu'avant c'était la câbleau distribution, mais maintenant c'est un peu mort, donc c'est plus un gros business en tant que tel. Vous avez les Express Script qui était une belle entreprise. Donc ça date de 2013. 2013, allons prendre l'exemple de Abbott. On l'a étudié ici en 2013 pour cette entreprise-ci. D'accord? Je mets ici Abbott Labs. C'est 2013, hein? On va voir. En 2013, il vous disait que ça valait combien en 2013? On vient ici. Vu qu'on a étudié Abbott Labs. On parle, hein? C'est pas une vidéo qui va vous dire à peu près ce que vous devez faire. C'est de la discussion, en fait. Faites ce que vous voulez. Je discute avec vous. Regardez. Excusez-moi. Voilà. Oh là là, j'ai trop avancé. Ah, c'est compliqué tout ça. Bon, on va revenir petit à petit. On va voir quelle était la valorisation qu'ils ont appliquée à cette période-là. OK? Et quelle est la valorisation qu'on a aujourd'hui, à peu près 9 ans plus tard. OK? Donc, on peut se dire que c'est à long terme. Abbott Labs. Alors, valorisation, ils étaient à quel niveau? La valeur de cette entreprise était située à quel niveau? Equity Fair Value, $26 par action minimum, $50 par action maximum. OK. Allons-y voir. 26 et 50. Vous avez bien retenu. On est à combien aujourd'hui? On est à $95 l'action. Et ça s'échange à combien? 21 fois les bénéfices. Et quand on prend le max ici, on va comparer par rapport à la période qu'on avait ici en 2013, quand ce document est sorti. Donc, eux, ils ont analysé la compagnie à ce niveau-ci. Ils planchaient sur un $50 l'action. Ils ont eu plus qu'espéré. Et ils se sont basés uniquement sur une entreprise qualitative. Mais attention, entre 2013 et 2016, l'entreprise a fait du surplace. C'est aujourd'hui que ça explose. Et ça ne peut pas exploser en regardant les chiffres. Vous devez lire les rapports financiers pour voir ce que l'entreprise fait, tout en sachant que votre capital de départ est protégé. Donc, en conclusion, quand j'analyse une compagnie, je recherche le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le nombre d'actions, le PA moyen, la dette nette, la qualité de dividende, si dividende il y a. D'accord? Donc, ne me posez plus cette question, j'y ai répondu maintenant. Maintenant, si quelqu'un me pose la même question, c'est parce qu'il n'a pas vu cette vidéo-ci. Même si elle est assez longue, je vous donne à peu près mon cheminement ici. Vous pouvez également voir que le livre que j'ai utilisé ici vous donne ici des informations qualitatives. Bon, par exemple, Understanding the business from the customer perspective. Donc, quand vous avez investi dans une compagnie, il faut comprendre le business du point de vue du consommateur. Who is the core customer of the business? Quel est le client principal de cette entreprise? Si on parle de Apple, Apple cherche à toucher quel type de public? Quel type de consommateurs? Est-ce que ce sont les consommateurs africains qui ont peut-être un revenu moyen annuel de 1 500 €?
ou bien de 2000 euros annuels, ou bien on cherche plus les consommateurs qui ont un revenu médian aux alentours des 30 000, 40 000 euros. C'est la question qu'il faut qu'on se pose ici. Est-ce que les consommateurs sont concentrés ou bien diversifiés? Est-ce que nos clients sont concentrés ou diversifiés? Si on est concentré, on dépend d'un certain nombre de clients. Il faut connaître, vous devez savoir. OK? Is it easy or difficult to convince customers to buy the product or service? Est-ce que c'est difficile, d'accord, ou facile de convaincre quelqu'un d'acheter des produits d'Apple? Question. Il faut répondre. Dépendamment de ça, ça vous donne une idée générale de la force d'Apple. On va s'arrêter là. J'ai trop parlé aujourd'hui. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce que j'ai utilisé cette méthode-là? Je vous ai dit comment est-ce que je suis arrivé à ce cheminement-là. Et je vous ai également dit qu'au-delà de ça, quand je vais investir sur une compagnie, je vais chercher autre chose. Parce que les chiffres, c'est 50% du travail. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.